directeur du centre de formation de l'Olympique de Marseille pendant 7 ans, champion de France en 89 et en 90 avec l'Olympique de Marseille, vainqueur de la Coupe de France en 1989, mais également finaliste en 94 avec Montpellier, demi-finaliste malheureux de la Coupe des Champions, comme on l'appelait à l'époque. Seule la main de Vata a mis fin à son parcours. Il sera l'entraîneur surprise de Bernard Tapie, mais l'entraîneur qu'on rappelle également lorsqu'il faut faire remonter le club de la Division 2. Le Salon des légendes est ravi d'accueillir Gérard Gilly. Bonjour Gérard. Bonjour. Comment Bonjour. ça va? Ça va très bien, je vous remercie de m'accueillir. On est très honoré d'accueillir Gérard Gilly dans cette émission parce qu'il a écrit à lui seul une grosse page de la légende de l'Olympique de Marseille. Évidemment, on tient à dédier cette émission à René Malville qui est décédé cette semaine. Gérard, je crois que tu as connu René également. Oui, j'ai une grosse pensée pour lui et pour sa famille, à qui je présente toutes mes condoléances. Et c'est quelqu'un qui va manquer à beaucoup de Marseillais et à beaucoup d'amoureux du foot parce qu'il avait sa gouaille qui lui était vraiment propre et on pense beaucoup à lui, quoi. On pense beaucoup à lui et on sait qu'il veille sur nous, sur l'OM, de là où il est, et on l'embrasse fort fort et on embrasse ses proches évidemment. Pour cette émission, Marjorie est avec nous. Salut Marjorie. Salut. Comment vas-tu? Super, ravie. La classe là. Ouais. Oh, mon Dieu, ouais, ravie de recevoir donc Gérard sur cette émission. Merci beaucoup. Je voulais également aussi un petit mot pour René, donc on pense très fort à toi. Et pour revenir à toi, Gérard, on va te poser des questions sur 1 heure, en live. Voilà, on va te laisser développer, nous raconter un peu tout. Donc, pour débuter, tu es né à Marseille en 1952. Donc, on veut tout savoir. Ton quartier, ton enfance, comment ça s'est passé? Je suis né à Château-Gombert, donc gombertois de naissance. Et donc j'ai commencé à jouer au foot au CA Gombertois comme gardien de but. Et puis ensuite détecté par l'OM à l'âge de 14 ans ou 15 ans. Et j'ai intégré les rangs de la section amateur de l'OM à 15 ans. Et puis ma carrière de jeune joueur a commencé là, quoi, avec des sélections en équipe de France junior. Et puis pour m'amener jusqu'au premier contrat pro que j'ai signé paradoxalement à Bastia quand j'avais 20 ans, quoi. Mais Château-Gombert qui était à l'époque encore un quartier un petit peu indépendant de Marseille, quoi. Il y avait Château-Gombert, des collines, des champs et puis Marseille, quoi. Aujourd'hui, tout a été relié. La ville s'est agrandie, quoi. Mais c'était encore un village avec ses traditions, avec son folklore, avec sa grande qualité de vie, quoi. Alors, y a-t-il un éducateur qui t'a marqué dans ta jeunesse? Parce que le parcours qui arrive ensuite, on va en parler après. Oui, des éducateurs, c'est surtout des dirigeants aussi, qui étaient comme des papapoules, quoi. Ah oui. Qui faisaient ça bénévolement et qui nous amenaient au stade, qui venaient nous chercher le dimanche avec leur voiture personnelle pour nous mener jouer sur les terrains des quartiers marseillais et qui nous ramenaient après les matchs en nous achetant un sandwich. Voilà, parce qu'on n'avait pas trop les moyens de le faire nous, quoi. Et donc ce sont ces gens-là qui nous ont inculqué une sorte de bonne morale, qui nous ont inculqué, qui nous ont éduqués, quoi. Parce que quand on faisait quelque chose de pas très bien, c'était eux à la place de nos parents qui n'y étaient pas, qui nous disaient ça c'est pas bien, quoi. Et petit à petit, par respect pour ces gens-là, on est rentré un petit peu dans leur rang, quoi. Alors qu'au départ, on était des petits qui aimaient bien aller prendre les pommes dans les vergers ou s'amuser un peu comme ça, quoi, comme aujourd'hui. Et c'est vrai que ce dont on nous parle toujours de cette période-là de Marseille, c'est que c'était une espèce de, comme tu le décrivais fort justement, d'une accumulation de petits villages. Oui. Est-ce que tu ressentais vraiment cette impression? C'est-à-dire qu'en fait, c'était même les matchs de championnat, finalement, c'était village contre village. C'était des derbys de clochers, quoi. Donc on en parlait toute la semaine, on jouait le dimanche, et quand on avait gagné le dimanche soir, on était au siège du club, qui était bien souvent le bar du village, mais on était petits, donc on buvait que du Coca-Cola. Mais donc ça faisait parler toute une semaine. C'était vraiment très marqué, quoi. Donc
Après, maintenant, c'est devenu les quartiers de Marseille. Avant, c'est les quartiers indépendants avec beaucoup plus d'identité. D'accord. Alors justement, tu évolues, et même très bien, parce qu'en 1970, tu intègres l'Olympique de Marseille en tant que gardien de but. Tu es la doublure de Jean-Paul Escale. Tu es pourtant convoqué plusieurs fois en équipe de France junior, mais tu ne joues pas en équipe première. Donc tu quittes le club en 1973. Oui, je fais mes classes de jeunes joueurs à l'OM. Bon, l'entraîneur que j'avais, c'était Jean-Claude Goulet, avec qui j'ai passé 3 ou 4 ans au niveau des cadets juniors. Ensuite, je suis devenu remplaçant de Jean-Paul Escale. Jean-Paul Escale qui était mon idole, quoi. C'est curieux parce que quand j'étais gardien à Château-Gombert, j'avais 14 ans, après chaque match, je regardais les journaux, qui étaient à l'époque le Provençal ou le Méridional, et je regardais les photos de gardiens de but, et c'était Jean-Paul Escale, mon idole. Et c'est marrant parce que je l'ai revu dernièrement, il a plus de 80 ans, il se porte bien, et je lui ai dit, je suis devenu gardien de but parce que je voyais tes photos, et j'avais envie, quelque part, de te ressembler, quoi. Donc il y avait incroyable. 2 générations qui se parlaient. Donc j'ai fait mes classes et je suis parti quand, quelque part, Marseille a eu un recrutement un peu plus important avec Georges Carnus qui est arrivé. Marseille a pris une autre dimension et Bastia m'a proposé de rejoindre l'effectif de Bastia où il était plus accessible d'y jouer. Et donc je suis parti à Bastia. Mais j'ai fait toutes les classes comme olympien. Je me suis bagarré avec les couleurs de l'OM dans tous les quartiers, parce que quand on est jeune olympien, on est attendu dans tous les quartiers, c'est le match de l'année, et donc il faut savoir se défendre. Enfin, toute la jeunesse s'est passée là, quoi. Excuse-moi, j'en profite, hein, désolé, j'ai 2 petites questions. Est-ce qu'on garde, tu parlais tout à l'heure de cet aspect fan de Jean-Paul Escale, comme nous on a pu l'être à une époque des joueurs ou même des entraîneurs. Est-ce qu'on est toujours fan quand on croise quelqu'un qui a 80 ans maintenant? Est-ce que tu avais encore les yeux de l'admiration? J'ai 13 ans. Quand je rencontre Jean-Paul Escale en ce moment, j'ai 13 ans, c'est-à-dire j'ai envie de lui dire que c'est toujours grâce à lui que je suis devenu gardien de but, et lui demander, et lui se souvient aussi. Parce que c'est marrant, parce qu'à des moments, il me dit « mais c'est moi qui t'entraînais à des moments ». Et je me souviens que c'est vrai, c'est lui qui m'entraînait, quoi. Donc être entraîné par son idole, c'est encore plus de représentation, quoi. Et la deuxième question, c'est qu'il n'y avait pas forcément de centre de formation à l'époque à Marseille. Il est arrivé bien plus tardivement. Non, il n'y avait pas de centre de formation. Les meilleurs jeunes s'entraînaient avec les pros. Donc on était 4 ou 5. Il y a eu Albert Raymond, Roland Courbis, François Brassy, quelques jeunes comme ça, et on s'entraînait, Michel Chometon, on s'entraînait avec les pros, on ne s'entraînait pas avec nos catégories. Ça remplaçait les centres de formation, et c'était, je crois encore, en y réfléchissant, plus formateur, quoi. Parce que là, pour le coup, on cirait les godasses des pros, quoi. Au sens propre. Au sens propre. Quand un pro nous disait d'aller chercher les ballons, on allait chercher les ballons, quoi. Mais on avait l'avantage aussi de jouer avec eux, donc de progresser rapidement, d'écouter leurs conseils. Et là, on était dans la formation de haut niveau. Aujourd'hui, les centres de formation, les jeunes sont entre eux, quoi. Et ils n'ont pas cet étalonnage par rapport aux vrais professionnels. Donc, s'ils progressent, c'est un peu plus lentement. Nous, à cette époque-là, quand on s'entraînait avec les pros, quand les pros vous disaient « jeune, tu es bon », ça voulait dire qu'on était parti sur le bon chemin. Sinon, les pros, on sentait qu'ils nous laissaient de côté, et puis là, on savait qu'on aurait beaucoup de mal pour percer, quoi. Oui, puisque tous les noms que tu as cités, qui ont intégré l'OM de cette manière-là, c'était quand même des joueurs qui ont eu une sacrée carrière derrière. Donc le côté apprentissage sur le tard, c'est quelque chose que tu regrettes dans le football moderne aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne fait pas trop de théorie finalement et pas assez de pratique pour faire un parallèle avec l'éducation? À cette époque-là, c'était sélectif, quoi. Maintenant, dans les centres de formation, ils prennent des joueurs, donc il y a beaucoup de contrats, et ils sont obligés d'avoir un certain pourcentage de réussite. Et pas forcément les meilleurs, où tout le monde devrait passer pro, mais on leur fait signer des contrats pro, pour justifier justement la présence du centre de formation. À cette époque-là,
on arrivait des quartiers, et si on était bon, on était accepté par les pros. Et si on était accepté par les pros, alors là, ça pouvait aller très vite, quoi. Parce que, on prend l'exemple de Albert Raymond, son idole, c'était Scoblar. Et Scoblar l'a pris sous sa coupe. Un an de conseil de Scoblar, je peux vous assurer qu'Albert Raymond, ça vaut de l'or. C'est parti en flèche. Hein. Donc, il y a cet aspect de côtoyer le pro qui permet aux jeunes de s'étalonner et de progresser beaucoup plus vite. C'est vrai que ça, c'est ce qui existait avant et aujourd'hui, c'est complètement différent. Non, parce qu'ils sont entre eux, les jeunes sont entre eux, ils sont coucounés, ils sont bons. On dit, ah, toi, tu es bon, mais tu es bon par rapport aux autres jeunes. Alors qu'à l'époque, quand un pro disait, tu es bon, c'est par rapport au football de haut niveau qu'on espérait embrasser, quoi. Alors, tu t'en vas de l'OM, et comme tu l'as dit, tu signes à Bastia, titulaire en première division. Pas la première année. La première année, je suis remplaçant de Pantelic. D'accord. Qui est un gardien de but international yougoslave et qui était l'idole de la Corse, quoi. Très très bon gardien. Donc je fais mes classes, je suis son remplaçant toute l'année. Et à la fin de l'année, Pantelic part à Paris Saint-Germain. Et là, Pierre Cahuzac, qui était l'entraîneur, me dit on démarre la saison avec toi. Et donc je démarre ma première saison. En tant que titulaire. Titulaire, je devais avoir 20 ans, quoi. Mais en 1974, il y a un gros coup dur. Oui. Donc tu te brises la jambe face à Sochaux, alors que pourtant tu effectues une saison magnifique. Et c'était au mois de décembre, on était premier avec Bastia, ce qui est beau, une belle performance, pas arrivé souvent. Et meilleure défense, et appelé en équipe de France Espoir. Et là, il y a un match à Sochaux, et il y a un contact très violent avec le regretté Pentena, et je reste sur le carreau, quoi. J'ai la cheville brisée, et à l'époque, ce genre de blessure avec les ligaments, les opérations, c'est très long. C'est très long, quoi. C'est très long. Aujourd'hui, il y a tout un processus qui permet d'accélérer le rétablissement et la rééducation. À cette époque-là, il y avait l'opération, et puis après, la rééducation, c'est d'aller marcher seul sur la plage, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de soins qui permettaient, donc ça fait un an d'arrêt. Et le retour n'est plus tout à fait le même parce que physiquement, il y a une petite gêne, et puis quelque part, on a perdu un peu de son enthousiasme, quoi. Ouais, fente musculaire, plus dans la même dynamique, etc. Et puis il y a eu le choc. Bien sûr. Le choc quand on se brise une jambe. L'appréhension. Il y a le choc, l'appréhension qui reste. On n'est plus tout à fait le même. Et naturellement, la carrière, au lieu de démarrer très fort, elle commence à décliner, quoi. Et justement, tu quittes la Corse pour Rouen, qui est un club ambitieux de D2. Et tu connais la joie d'une remontée en élite. Oui. Mais un an après, donc, tu connais liquidation judiciaire. Oui, on fait l'ascenseur et liquidation judiciaire. Donc il n'y a plus de club. On se retrouve au chômage. Et là, je signe à Alès, qui était un des deux à l'époque. Mais le déclin a commencé, quoi. C'est-à-dire, c'est Bastia première division, ou en deuxième division, et Alès qui est un club semi-amateur, quoi. Donc, surtout pour un gardien, j'allais dire, parce que les places sont chères par rapport aux joueurs où tu peux avoir deux arrières droits. Tout à fait. Enfin, voilà, c'est plus difficile de rebondir pour un gardien. Donc la spécificité du poste fait que c'est beaucoup plus difficile de trouver du boulot. Et donc je vais à Alès parce qu'il faut assumer le quotidien. Mais quelque part, la carrière de joueur se termine, quoi. Et du coup, tu retournes à Bastia en 1980. Tu es la doublure de Pierre Yard. Oui. Pierre Yard. Et le formateur auprès de Pierre Alonso. Oui. Alors là, je retourne à Bastia parce qu'un des éducateurs que j'avais connus quand j'avais 20 ans à Bastia me fait revenir pour être la doublure de Pierrick. Et en même temps, me dire, si ça t'intéresse, tu peux travailler aux côtés de Pierre Alonso pour voir si tu as la fibre pour devenir un jour éducateur.
Et comme quoi la vie, le déclic est là, quoi. C'est la chance est là. Et donc j'accepte naturellement, parce que je n'avais pas de boulot, et parce que ça me faisait plaisir aussi de réintégrer le foot. J'accepte de retourner là-bas et je te laisse la suite. Et la suite, 1981, donc retour à l'Olympique de Marseille. Alors avant ça, excuse-moi, je me permets de t'interrompre, mais Je te permets, ouais, Stéphane. Est-ce que c'est un vrai regret? C'est quelque chose qui a été difficile à digérer, justement cette carrière qui n'a pas pris son envol et qui a été avortée. Est-ce que c'est quelque chose qui est resté longtemps, hein, qui a été difficile à évacuer? C'était un coup du sort, quoi. Je me suis dit, le destin a été contre toi et c'est un coup du sort. Donc, quand on a un coup du sort, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, on se répète toute sa vie, c'est un coup du sort, ça. Ou alors on se dit, c'est un coup du sort, mais il faut rebondir sur quelque chose, quoi. Donc il faut retrouver une passion, retrouver un métier, une passion pour ce métier, quoi. Et donc c'est ce moment qui est le moment clé pour moi. C'est-à-dire le retour à Bastia et le retour à Marseille en 80, parce que c'est lié, quoi. Parce que cette année-là, Bastia va en finale de la Coupe de France. Et les journalistes marseillais viennent faire un reportage à Bastia. Et là, je rencontre René Voléry, qui travaillait au Méridional, et qui me dit, qui m'avait connu quand j'avais 15-16 ans dans les rangs de l'OM, et qui me dit, mais Gérard, qu'est-ce que tu fais là? Bien, alors j'explique ma situation, et j'ai dit, il me dit, et l'année prochaine? J'ai dit, l'année prochaine, je ne sais pas, je suis en fin de contrat avec Bastia, et je ne sais pas quel sera mon avenir, quoi. Je vais rentrer sur Marseille, c'est sûr, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Et René me dit, téléphone à Roland Gransart et à Hamlet Seta, qui était le président, parce que pour l'année prochaine, il cherche un entraîneur qui soit remplaçant de Marc Lévy, le gardien des Minots, et qui en même temps s'occupe du centre de formation. Donc je téléphone à Roland Gransart. Le profil est parfait. Voilà, avec qui j'avais joué en cadet à Marseille, et je lui dis, Roland, je postule pour le poste de gardien remplaçant de Marc Lévy, qui était pour moi devenu un rôle secondaire. C'était plus, j'avais pas l'intention de postuler pour être en équipe première, mais c'est surtout le fait d'apprendre mon métier au centre de formation. Et donc ça m'intéressait beaucoup parce que c'était dans ma ville et parce que c'était le métier que j'avais en fait envie de faire et de découvrir, quoi. Puis c'était un challenge parce qu'à cette période, le club était en D2. Oui. Donc rien de mieux que de reprendre tout ça en deuxième division, en fait. Oui, et puis ça démarrait, pour moi, une nouvelle trajectoire, des perspectives, un objectif. Alors l'objectif, je ne savais pas ce que ça allait devenir, mais je voulais devenir formateur et puis rester le plus longtemps possible dans ce métier, quoi. Et puis aider les gamins, quoi. Parce que c'est un métier formidable, d'aller les chercher dans leur famille, de les intégrer au centre de formation, de les éduquer, enfin un tas de choses, quoi. Mais on sent bien qu'il y a eu cette phase un petit peu de brouillard, en fait, dans la carrière, tel qu'on le perçoit. C'est-à-dire de brouillard, de ne pas savoir ce que sera le lendemain, et d'un coup la luminosité en disant ça y est, l'évidence, en fait. C'est comme ça que tu l'as ressenti. Oui, pour moi c'est devenu clair. D'ailleurs, j'ai passé mes diplômes très jeune et très rapidement, quoi. Parce que je me suis dit, c'est là que ta voix est là, quoi. C'est le moment. Oui, c'est le moment. Puis ça se passe bien parce que pendant 7 ans, tu suis la formation de ces jeunes Olympiens. Oui. Et puis, 1988, le président, le fameux Bernard Tapie, te nomme entraîneur de l'équipe première. Mais c'est une surprise générale. Comment tu expliques ça? Moi aussi, je suis surpris. Tout le monde est surpris, c'est vrai. Moi aussi, je suis surpris. Alors, j'explique ça. Je suis là. Marseille a joué son premier match à Marseille, a fait nul contre Montpellier et va à Lille et perd 1-0 dans les arrêts de jeu. Et ce soir-là, je suis à Toulon et je regarde jouer Toulon. Je ne me souviens plus de l'adversaire et je suis avec un copain là. Et en rigolant, je dis, putain, Marseille a perdu à Lille. J'ai dit, ça va bouger, quoi. Mais je n'imaginais pas que ça allait bouger comme ça, quoi. Et donc, le lendemain, je suis
à Gémenos, la commune où j'habite. Je suis en train, c'est 3 heures de l'après-midi, je suis en train de jouer aux boules. Et d'un seul coup, le patron du bar m'appelle, c'est comme on m'appelle dans les villages, Gérard, le téléphone. Je suis vraiment très surpris qu'on m'appelle au bar de Gémenos où je joue aux boules. Et là, bon, j'arrive en courant, je prends le téléphone, et c'est Michel Hidalgo. Et Michel Hidalgo me dit, Gérard, il faut que tu viennes me voir immédiatement chez moi, quoi. Alors donc, je lève mes tongs, je me mets une paire de baskets, je me mets un pantalon à la place du short, et je descends voir Michel Hidalgo chez lui. Et là, je vois Michel Hidalgo un peu inquiet, quoi, qui me dit, Bernard Tapie a licencié Gérard Benide dans la nuit, et donc je reprends, il me donne l'équipe, et donc tu vas être mon adjoint pour travailler avec moi, quoi. Je lui dis, mais Michel, et moi je suis les jeunes du centre de formation, qui va s'en occuper? Bon, il m'a dit, écoute, on s'entraînera le matin avec les pros, et l'après-midi, il va y avoir une période où on va essayer de s'adapter comme ça. Tu garderas un œil dessus, quoi. Donc, ok, on part comme ça. Il y a un premier match à Marseille, c'est contre Sochaux. Et là, c'est Michel Hidalgo qui est l'entraîneur, je suis son adjoint. On fait 0-0. Bon, je rentre chez moi, encore un peu tout surpris de ce qui vient de se passer, quoi. Et puis le matin à 8h, le téléphone sonne chez moi, quoi. Et à l'appareil, c'est Bernard Tapie, que j'ai pour la première fois, quoi. Et il me dit, vous êtes, parce qu'à l'époque, vous voyez, mais ça n'a pas duré longtemps. Maintenant, vous êtes seul. Parce que Michel Hidalgo, dans la nuit, m'a téléphoné pour dire qu'il arrêtait. Donc il me dit, vous êtes seul, donc vous allez assurer un intérim qui ne devrait pas être plus long que quelques jours, parce que je suis déjà en contact avec des entraîneurs étrangers qui ont une grande expérience, une grande notoriété. Donc vous assumez les prochains jours. Tout seul. Et ensuite vous retournerez au centre, quoi. Et donc, voilà comment les choses se sont passées au début. Évidemment, on a une pensée émue pour Michel Hidalgo, qui est disparu également cette année. Et on envoie évidemment toute la force possible à Bernard Tapie, on sait qu'il mène un très grand combat. Mais pour cette première année, doublé coupe championnat. Oui, quand même. Donc ça se passe quand même bien. Parce que du coup, l'intérim dure. Oui, parce que l'équipe se met à gagner. Elle était, après 2 matchs, ça ne voulait rien dire. Le classement, elle était 18e, mais l'équipe se met à gagner. Le groupe se met à vivre normalement, quoi. Et puis de semaine en semaine, j'avais un coup de téléphone de Bernard Tapie tous les jeudis, et chaque fois je lui demandais, mais alors, le nouvel entraîneur, quoi. Parce que, je veux dire, quelque part, ma vie changeait aussi, quoi. Médiatiquement. J'étais peinard, j'étais au centre, j'étais avec mes jeunes, je n'avais pas de soucis. D'un seul coup, je deviens l'entraîneur, quoi. Il y a les projecteurs de la lumière. Donc tout change. Et c'était pas forcément au départ ce qui m'attirait, quoi. Je voulais être formateur. Et donc, de semaine en semaine, c'est oui, il faut encore patienter, on n'a pas encore conclu, et il faut encore assumer le prochain match. Et puis petit à petit, l'équipe s'est mise à gagner. Alors, elle gagnait parce qu'il y avait de bons joueurs, parce qu'il y avait un bon staff, parce qu'il y avait d'excellents dirigeants. Je travaillais conjointement avec Jean-Pierre Vernès, où on était très liés, et on passait énormément de temps autour de cette équipe. Et puis les résultats aidant, que de 18e, on a commencé à gagner, puis à un moment donné, on s'est retrouvé premier, quoi. Et donc... il n'y avait plus de raison de changer quoi que ce soit, en fait. Voilà. Et j'ai su que je resterais
pour la saison le soir du Matra Racing à Marseille. Et là, on reçoit le Matra qui était à l'époque le concurrent de Marseille. Parce que Jean-Luc Lagardère avec la grande équipe. Ils avaient des équipe. moyens énormes, ils avaient acheté Bossis, Luis Fernandez, Enzo Francescoli, voilà. Lidbarski et j'en passe. Ouais. Donc il y avait ce match-là, et c'était le premier match que Tapi venait voir en direct au stade. Et ce match-là, on le gagne 4-0. Et à la fin du match, on avait l'habitude de faire le décrassage autour du terrain. Il faisait bon, donc les joueurs se ressortaient un quart d'heure après, faisaient un quart d'heure de course, et puis on rentrait. Et là, j'avais l'habitude, moi, de me mettre en survêtement, de courir un petit peu avec eux. Et là, je me mets à courir avec eux, et je vois Papin et Foster qui s'approchent de moi. Et ils courent à côté de moi, et ils me disent « Gérard, on a quelque chose à te dire ». Là, je dis « Non. » Pas de mauvaises nouvelles. Ne dites rien, là, ne dites rien. Et il dit « On est allé voir le boss, là. Et donc, on veut que ce soit toi l'entraîneur. Si c'est pas toi, on n'accepte pas. » D'accord. Donc j'ai dit, vous me mettez dans... Il m'a dit, c'est comme ça. Il m'a dit, on veut... ça fonctionne bien, donc on veut... Et les joueurs pouvaient se permettre déjà à cette époque de dire ça à un président? C'est lui et pas un autre? C'était pas n'importe quel joueur. Il y avait une influence, voilà. C'était Papin et Foster voilà. qui parlaient au nom du groupe. D'accord. Et donc quand je rentre au vestiaire, je vois Tapi qui me regarde, qui me fait. La classe. La tête, il m'a dit, maintenant, tu es dans la seringue, tu vas aller jusqu'au bout. Parce qu'ils ne veulent pas que ce soit un autre, alors que je devais faire signer un autre, ils veulent que ce soit toi. Alors maintenant, tu vas aller jusqu'au bout. Et voilà comment a démarré cette magnifique histoire. L'histoire. Magnifique. Alors, c'est vrai que tu es passé très rapidement sur le fait que l'équipe commençait à tourner. Mais ça n'arrive pas par magie. Il y a aussi, c'est mon point de vue, une patte Gérard Gilly. En tous les cas, quelque chose qu'on y met pour que ça commence à bien fonctionner, pour que la mayonnaise prenne, et qu'en plus, le respect de joueurs tels que Karl-Heinz Forster et Jean-Pierre Papin, qui sont quand même deux monuments du football, s'ils voient en toi l'homme providentiel, c'est qu'il y a des raisons. C'est pas aussi simple que ça. Non, c'est pas simple. Mais c'est pas simple. Mais après, c'est quoi? C'est avoir de l'empathie avec c'est de l'humain, quoi. On travaille sur de l'humain. Donc, pour qu'un joueur soit très bon, il faut qu'il se sente bien, qu'il soit reconnu, compris, respecté. À partir de là, on peut leur demander beaucoup de choses. Si on leur demande des choses qui sont cohérentes, qui sont capables d'accepter, si ces choses-là sont expliquées, il y a plus de chances que ça fonctionne que si on était dans un état de conflit, quoi. Donc, voilà, l'empathie entre l'entraîneur et le groupe de joueurs s'est fait là, quoi. En discutant, en prenant... Ils m'ont apporté aussi beaucoup d'expérience. Il y avait un garçon comme Klaus Saloff, Karl-Heinz Foster, qui avait fait 4 Coupes du Monde. Donc ces gens-là, à un moment donné, il faut parler avec eux, quoi. Ils ont des choses à dire. Ils ont des réflexions à faire sur la vie du groupe, sur le jeu. Il faut en tenir compte. Et à partir du moment où vous faites ça avec tout un chacun, tous les joueurs se sentent investis pour aller dans le projet. Et le projet, c'est d'aller le plus haut possible. Mais il faut définir un projet qui soit compris et accepté par les joueurs. Tu parles de confiance et de confiance, on va dire, des deux côtés. C'est-à-dire que le joueur doit avoir confiance en son entraîneur et vice-versa. On a un exemple contemporain qui, dans l'équipe de Marseille aujourd'hui, qui s'appelle Dimitri Payet, qui est, on va dire, le joueur, le leader technique de l'équipe, puisqu'il est vraiment phénoménal. Mais on sent que dans son parcours, il y a justement eu au début cette confiance avec l'entraîneur, et puis qui du coup donnait d'excellents résultats sportifs individuels pour lui. Et petit à petit, et ça a été pratiquement systématique, il y avait une cassure, et justement, on trouvait un joueur qui était plus que l'ombre de lui-même. Est-ce que tu penses que c'est dû à ce que tu expliques justement, à ce manque d'empathie, ou peut-être cette considération qui disparaît? Non, le problème est qu'à certains moments, on va dire, on crée cette empathie avec le joueur. Mais le danger, c'est que si à un moment le joueur déroge à certaines règles, est un peu moins bon, le danger, c'est à un moment donné de couper cette empathie. C'est de
de lui faire des reproches, quoi. Parce que Savoir doser. le joueur va dire, alors cette empathie, elle est simplement superficielle, quoi. Elle n'est pas vraie, elle est parce que ça l'intéresse. Ce qu'il faut, c'est dans les moments où le joueur a tendance à se laisser aller, c'est le reprendre, mais le reprendre en lui montrant que c'est quand même, c'est pour son intérêt, quoi. C'est pas le sanctionner. Donc tout ce qui fait sanction, ça coupe cette empathie, et après le joueur n'a plus confiance. Donc il faut absolument pas couper cette confiance. Et quelquefois, il faut savoir le prendre. Le coach doit le prendre sur lui-même, hein, parce qu'à des moments, on a envie de lui dire, mais tu es professionnel, qu'est-ce que tu fais, quoi. Mais bien souvent, c'est pas la bonne réaction à avoir, quoi. Pour ranger un petit peu l'ego Exactement. Pour préserver celui du joueur. Et puis chaque joueur a une personnalité différente. Vous pouvez pas parler, Un tempérament différent. vous pouvez pas parler aux joueurs de la même façon. Vous avez un discours de groupe pour présenter votre projet, votre façon de jouer. Ça, c'est le groupe. Mais dans le groupe, chacun a une personnalité, chacun a une place à avoir. Il faut lui donner cette place. Parce que si il se sent exclu, s'il se sent un peu rabaissé par rapport à d'autres, ça ne fonctionne pas. À la longue, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne quand il y a de bons résultats, parce que ça éteint tout. Mais dès qu'il y a un petit accroc dans le résultat ou une mauvaise période, il y a explosion. Et pour avoir suivi la longue carrière de Bernard Tapie, qu'elle soit professionnelle et sportive, on va dire, je crois que tu fais partie des seules personnes à avoir impressionné Bernard Tapie alors qu'il ne s'y attendait pas. Parce que, quelque part, que ce que tu décrivais, la scène de dire « Waouh, les joueurs réclament Gérard Gilly », pour lui, je pense que c'est quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Enfin, impressionner Bernard Tapie, ce n'est pas donné à tout le monde quand même. Oh, je ne sais pas si je l'ai impressionné, je pense... je ne sais pas si je l'ai impressionné, mais toujours est-il que bon, j'ai fait 2 ans et demi avec, quoi. Et donc, mais il y avait une sorte de, on va dire de complicité. De compréhension mutuelle, sans trop se parler peut-être. Ouais. Il y avait... bon, après, c'était le début de Bernard Tapie aussi dans le foot, quoi. C'est-à-dire qu'il aimait bien qu'on lui explique les choses. Je pouvais faire pratiquement ce que je voulais, mais il y avait la condition, c'est de lui expliquer. Et de lui expliquer et qu'il comprenne ce que je voulais faire. Et quand je suis parti de Marseille, en rigolant, je lui ai dit, écoute, je m'en vais, mais pendant 2 ans et demi, tu m'as toujours dit, chaque fois que je prenais une décision, pourquoi tu fais ça? Je prenais une décision, pourquoi tu fais ça? Et il m'a dit, parce que chaque fois que je te disais ça, je te forçais à m'expliquer pourquoi tu le faisais. Et quand tu arrivais à m'expliquer, à me convaincre, ça voulait dire que tu avais la capacité de convaincre le groupe. Si tu arrivais à me convaincre, tu arrivais à convaincre le groupe. Et donc, en fait, ça m'a beaucoup servi ensuite dans ma carrière. C'est quand il y a une grande décision à prendre, c'est toujours dire, mais pourquoi tu fais ça? Et s'il y a une raison logique de le faire, à ce moment-là, on est convaincu, et là, tu peux convaincre tout le monde. Une pensée pour Sébastien qui est en régie, Sébastien Volpe, qui m'a répété très souvent cette phrase. Pourquoi tu fais ça, justement? Mais il y avait une légende urbaine à Marseille qui est toujours restée, parce que je l'entends encore aujourd'hui, que Bernard Tapie, en fait, c'était lui qui faisait les équipes et qu'on avait juste à appliquer sa consigne, notamment même avec Goethals. Je veux dire, tout le monde était persuadé que c'était Bernard qui faisait les équipes. Simplement, question simple, directe, tu confirmes? Non, je ne confirme pas, mais je confirme la légende quand même. Ouais. Ah, mais oui. bon, Bernard Tapie est quelqu'un qui attire la lumière. Il aime la lumière. Donc, tout ce qui est fait, je veux dire, il attire, quoi. Mais en ce qui me concerne, il y a toujours eu une grande liberté de pouvoir travailler, de faire des choix, mais à condition de les expliquer, quoi. Si c'était farfelu, ça allait pas, quoi.
c'est farfelu, il fallait réfléchir. Il faut justifier. Alors concernant la confiance que te portait Bernard Tapie ainsi que les joueurs, tout se confirme et se justifie parce que tu es élu meilleur entraîneur de l'année en 1989 et tu remportes le nouveau titre donc la saison suivante. C'est pas rien. Pour quelqu'un qui ne s'attendait pas à avoir ce poste. Oui, c'est pas rien. Non, c'est... Mais je dis, je répète une nouvelle fois, tout ça c'est possible parce que je ne suis pas seul au club à travailler. Parce que je suis bien entouré. Bien entouré, il y a un bon staff technique, il y a de bons dirigeants, Jean-Pierre Bernest, Bernard Tapie. On était dans un cercle très restreint, quoi. On n'était pas sur le plan décisionnel, il n'y avait pas 10 personnes, hein. Il y avait 3 personnes. Et ça fonctionne toujours quand il y a 3 personnes. On prend tous les clubs, que ce soit Bordeaux, Saint-Étienne à l'époque, c'était toujours 3 personnes à la tête du club. 3 personnes, c'est bien parce que quand il y en a un qui n'est pas d'accord, il y a les 2 autres, on n'est jamais... Et là, ça fonctionnait bien, quoi. Donc, et pour entraîner Marseille, parce que quand on est dedans, on ne s'en aperçoit pas, quoi. On ne s'aperçoit plus de la pression. On n'est plus... on ne vit plus comme un monsieur et madame tout le monde. Tu es dans une bulle. Complètement, et puis on s'y met, c'est un peu un esprit de protection, quoi. Et on est là-dedans, on est plongé là-dedans. Et donc, on a besoin d'avoir autour de soi des gens de confiance avec qui on peut travailler. Et donc, on finit, pour en revenir à la question, on finit donc premier. Et je suis un matin au stade, derrière le stade Vélodrome, à Cojol, je crois que c'est. Et puis, à ma grande surprise, je vois débarquer Bernard Tapie, quoi. Juste avant l'entraînement, c'était pas prévu, quoi. Et j'étais assis sur un ballon, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire comme équipe 3 ou 4 jours plus tard. Et puis il arrive, il prend un ballon, il s'assoit à côté de moi, et puis en 3 secondes, il me dit, bon, on repart pour un an. Tape là, on repart pour un an, quoi. Alors j'ai dit, voilà. Et je suis resté comme ça, j'ai tapé dans la main, puis il s'est levé, il est parti, quoi. C'était les contrats d'avance, hein. Tape-moi dans la main. Voilà, il est parti pour un an, quoi. Et donc, mais un peu plus tard, il m'a dit, l'objectif, c'est gagner la Coupe d'Europe, quoi. C'est plus, tu as gagné le championnat, tu as gagné la Coupe de France. Maintenant, c'est la Coupe d'Europe. Donc, si tu ne gagnais pas la Coupe d'Europe, chut. Eh bien, il y a Vata, donc élimination en demi. On y vient. Voilà, de la Ligue des Champions. Cette fameuse main de Vata. S'il y avait la VAR, aujourd'hui, on aurait fait la finale contre le Milan AC. Voilà. Avec peut-être pas mal de chances de pouvoir la gagner, parce que l'équipe qui a fait l'année 90, je veux dire, c'est peut-être une des meilleures équipes intrinsèquement poste par poste que l'on ait eu à Marseille, quoi. Et même ceux qui ont gagné en 93 disent que celle de 90 avait plus de talent, plus de trucs, mais en fait, bon, elle ne l'a pas gagné, quoi. Et non, c'est un fait de, on va dire, un fait de match, quoi, gravissime. Mais le grand regret, c'est le match aller, quoi. Où Où on doit gagner, on doit avoir 4 buts d'avance quand on va à la loose. Et on n'aurait pas craint les 120 000 personnes, et on n'aurait pas craint l'arbitrage, et on n'aurait craint personne, quoi. Et donc, le fait de ne pas avoir gagné plus largement à Marseille, ça nous a mis dans une position où il pouvait, au pire, nous arriver que ça, quoi. Et autre légende urbaine, Bernard Tapie vit de la même manière que toi, certainement, et que tous les supporters marseillais, une énorme injustice contre Benfica, et se dit, bon, maintenant, je sais comment on va gagner une Coupe d'Europe. Est-ce que tu as vécu ces moments-là, justement, alors, on sait maintenant de quoi il parlait exactement, hein, c'est-à-dire un peu plus de pression, certainement, sur certaines instances, sur plus de présence, plus de charisme du club. En fait, il a installé, je pense qu'il parlait de ça. Mais est-ce que tu as vécu ce moment-là, toi, justement, et est-ce que tu l'as vécu comme ça? Oui, j'ai vécu quelque chose de très particulier. J'ai senti dès le début du match qu'il y avait quelque chose qui se passait, quoi.
Ça allait pas. Alors, on ne peut pas dire... Quoi exactement Non, mais je veux dire, on sentait qu'il allait se passer quelque chose. Alors donc, on a joué... on n'a pas joué un match totalement libéré, quoi. On s'est dit, il y a quelque chose qui se passait. Plus le temps passait, et plus on se disait, parce qu'on était qualifié jusqu'à la 87e, quoi. Plus le temps passait, et plus on se disait, putain, il va se passer quelque chose, mais on a beaucoup à perdre, quoi. Et on a de plus en plus à perdre. Et plus on disait, on a de plus en plus à perdre, et moins on osait. Donc ça avait une influence sur le comportement. On était sortis du match de Marseille en se disant on est meilleur qu'eux. Ils partent chez eux avec un seul but de retard, mais c'est un miracle pour eux, quoi, ce qui s'est passé ce soir. C'était un miracle. Un miracle. Et quand on est allé là-bas, on aurait dû partir avec on était parti sur le même esprit, quoi, la même trajectoire. C'est-à-dire on est meilleur qu'eux. C'est 120 000 personnes, ils sont à l'extérieur, on est meilleur qu'eux, on est meilleur qu'eux, on est meilleur qu'eux. Et puis l'atmosphère du match a fait que plus ça se déroulait, et plus on se disait, il va se passer quelque chose. Et à la fin, on était avec le frein à main. Une torpeur de l'inexpérience. Regardez le temps, sans arrêt, on dit, le temps ne passe pas vite. Enfin, il s'est passé quelque chose, et puis il s'est passé quelque chose. Et tu mets ça sur le compte d'une torpeur qui s'installe, de l'inexpérience du groupe aussi? L'inexpérience du groupe, l'arbitre qui ne nous rassurait pas. Alors, il ne nous rassurait pas. Je ne parle pas que de la main là, qui ne voit pas, mais beaucoup de fautes qui étaient sanctionnées contre nous à des endroits du terrain où ça pouvait être dangereux pour nous. Beaucoup on le sent, quoi. On sent que Benfica joue, nous, dès qu'on veut faire un truc, tac, on est stoppé. Alors ça, c'est à répétition. Des petites fautes qui sont sifflées contre nous, sans arrêt, ça met des coups francs pour Benfica qui sont dangereux. Enfin, un tas de choses qui fait que le contexte nous a fait un petit peu déraper de l'objectif initial, quoi. Il y a Bars13 sur Twitch, puisqu'on est diffusé en direct sur Twitch, qui nous pose une question très intéressante pour Gérard. Penses-tu que Tapi a développé un talent pour recruter des joueurs, ou alors c'est Jean-Pierre Bernès qui allait les chercher, qui lui aussi a développé ce talent-là, puisqu'il est devenu agent de joueur par la suite, qui vraiment était le détonateur du choix, en fait? Est-ce que l'entraîneur était aussi, puisque tu était décisionnaire dans ce choix-là? Oui, il y avait Jean-Pierre Bernès connaît bien le foot. Il a aussi un œil averti. Quand il y avait un bon joueur, immédiatement, il le signalait, quoi, aussi. Mais bon, ça se faisait... le choix du joueur était partagé par les trois, quoi. C'était le besoin de l'équipe, quel était le meilleur joueur au poste que l'on voulait renforcer. Et puis ensuite, la quête en Europe des différents joueurs susceptibles de pouvoir être visionnés. Avec Jean-Pierre Bernès, on est allé prendre Moser à Benfica, quoi. Lors d'un match, on est allé voir Benfica contre Porto, et puis en sortant du match, immédiatement, on a appelé Bernard Tapie en disant il faut qu'on prenne Moser, quoi. Et Moser signait 48 heures après. L'avantage de ce triptyque-là qu'il dirigeait, c'est que dès qu'un choix a été fait, 48 heures après, c'était validé. Il n'y avait pas besoin de réfléchir, de revoir. Ça, c'était validé, quoi. Et le joueur arrivait, quoi. Donc ça allait très très vite. On a eu besoin à un moment d'un arrière gauche, d'un arrière droit. On a pris le meilleur en France, c'est Manuel Amoros. 2 jours après, Amoros signait, quoi. Je veux dire, l'équipe, on ne mettait pas 1 mois et demi pour la faire, quoi. Et est-ce que dans votre... Excuse-moi. Non, vas-y, je sais que tu te fais plaisir. Est-ce qu'il y avait dans ce critère de choix-là, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui dans le choix des joueurs, justement, et qu'on retrouve cette année, justement, un petit peu, mais est-ce qu'il y avait aussi la case esprit marseillais, c'est-à-dire la grinta, l'agnac, parce qu'il fallait aussi... Voilà, la personnalité, c'était aussi important pour vous? Ah oui. Personnalité. Bah pour Moser, c'est l'exemple. Oui, parce qu'il y a eu tellement d'exemples de joueurs internationaux qui sont venus à Marseille, qui étaient très bons dans leur région ou dans leur club, et qui, en arrivant à Marseille, ont perdu tous leurs moyens, quoi.
À Marseille, il faut savoir résister Avoir les épaules pour. au public, au sifflet quand ça ne va pas, à la presse qui peut à certains moments être un peu plus agressive. Marseille, on en parle tous les jours dans les journaux, il y a 2 pages. Quoi. Les joueurs qui arrivaient de Bretagne, ça, il y avait 8 lignes le samedi matin, le jour du match. Quoi. Donc il faut qu'il y ait cette propension à résister à ce genre de pression, de contexte. Pression néfaste, C'est un contexte vraiment très particulier. Quoi. Donc si vous ne prenez pas ça en compte, vous avez 90% de chances de vous tromper sur le joueur. Le joueur est bon, mais pas pour Marseille. Il faut le mental. À Marseille, il faut un très gros mental. Très gros. Il faut un très gros mental et justement, il y a l'arrivée ensuite de Beckenbauer. Tu quittes le club de l'Olympique de Marseille pour partir entraîner, donc à l'époque, le club concurrent, Bordeaux. Ouais. Mais ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Quoi, le départ ou Non, Bordeaux? Revenons sur le départ. Commençons par le départ. Les raisons du départ. Le départ est, je veux dire, est simple. Hein. J'ai pas. Bernard Tapie est président du club. C'est lui qui qui calcule et qui réfléchit l'évolution du club. Il choisit de prendre un directeur technique, puisque c'était le rôle à l'époque, qui s'appelle Franz Beckenbauer. J'ai absolument C'est pas là, tu lui as pas dit pourquoi tu fais ça? Non, oui, je lui ai dit. Mais je veux dire, il a le droit de le faire. Quoi. Après, moi, le fait de rester ou de ne pas rester, la question a été simple. Hein. C'est est-ce que je vais être heureux dans mon travail et est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler comme je le souhaite ou pas? C'est ce que j'ai dit à Bernard Tapie quand il a pris Beckenbauer. Tu prends Beckenbauer, il n'y a rien à dire là-dessus. Quoi. Mais en ce qui me concerne, c'est comment je travaille et est-ce que je vais être heureux de travailler? Et il m'a dit, alors, j'ai dit, je reste 15 jours au club, au contact de Beckenbauer, je le présente au club. Si, au bout de 15 jours, j'estime que je suis bien dans mon travail, que ça ne change pas grand-chose, je reste. Si j'estime que je ne peux plus faire mon travail, je m'en vais. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, ça a été très simple. Ce n'est pas le fait de travailler sous l'aile de Beckenbauer, c'est de pouvoir travailler en conformité avec ce que je suis, avec ce que je pense être mon travail. Quoi. Et est-ce qu'il n'y a pas une petite part d'ego aussi, parce que par rapport aux preuves que tu as faites, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit truc de dire Piqué, et c'est humain, je pense que moi-même je l'aurais ressenti comme ça, c'est comme ça qu'on me remercie, on me met Beckenbauer dessus, non? Non, très honnêtement. Non, du tout. Non, parce que, je veux dire, la personnalité et l'aura de Beckenbauer qui vient à Marseille pour apporter une notoriété au club qui en a besoin sur le plan international, je peux totalement le comprendre et l'accepter. Quoi. D'accord. Mais quand Beckenbauer vient à Marseille, je vais le chercher à l'aéroport et je le mène à Lumini, là où on s'entraînait tous les jours. Quand je vois sa tête, je me dis, c'est pas un entraîneur au quotidien. Quoi. Il ne peut pas venir se changer dans le petit vestiaire minable qu'on avait au quotidien. Donc il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Il est là pour représenter le club. À la limite, c'est un directeur général ou c'est un président délégué. Mais ce n'est pas un entraîneur. Voilà. En plus, quand il vient avec Oziek, qui est un entraîneur. Mais oui, Holger Oziek, qui était un entraîneur. Donc c'est pas cohérent. Ma place, il n'y a plus de place. Il ne peut pas être 2 entraîneurs sur le terrain. Il y a Firetrap Gun sur Twitch qui nous demande quel est le meilleur souvenir de Gérard avec Bernard Tapie, justement. Le meilleur, En fait, c'est pas un souvenir, quoi. C'est la période. Pour dire s'il y avait une certaine... il y a quelques fois où on s'est engueulé fortement. Hein. Quand on n'était pas d'accord, on n'était pas d'accord. Mais
on arrivait ensuite à retrouver une certaine harmonie, quoi. Non, c'est la période qui a été intéressante à vivre, quoi, qui a été passionnante à vivre, parce que c'est un personnage aussi, hein. C'est un personnage, dans sa façon de réfléchir, dans sa façon bon, il parlait aux joueurs aussi, sa façon d'inculquer aux joueurs cette ambition. À l'époque, c'était Monsieur Ambition, hein. Donc, il tirait tout le monde, quoi. Je veux dire, il fallait montrer cette ambition, en parler tout le temps, et pour s'en imprégner. Et ça, j'ai connu pas mal de présidents, mais c'était largement le meilleur, quoi. Et c'était vrai, il descendait vraiment dans les vestiaires à la mi-temps pour filer des calbottes. Non, c'était rare. Ouais. Non, là aussi, c'est la légende urbaine. C'est ça, c'est pour ça que je pose la question. Oui, mais la légende urbaine, aujourd'hui, je l'ai écoutée pendant tant de temps, mais je veux dire, bon, on ne se bat pas contre la légende urbaine. Non, bien sûr. Mais non, par contre, à la fin du match, il était tout le temps dans les vestiaires. Dans les vestiaires, et quand il rentrait à Paris en avion privé à 11h30 du soir, à 1h du matin, il était au téléphone avec Gérard Gilly, quoi. Oui, évidemment, pour débriefer. Pour débriefer. Après Bordeaux-Montpellier, avec une finale de Coupe de France, quand même. Mais tu reviens à Marseille donc pour faire remonter le club en 1995, et c'est une saison de folie. Raconte-nous un peu. Alors avant ça, excuse-moi, c'est parce que je te le coup, je rebondis. Ouais, Montpellier, grosse équipe aussi quand même. Équipe de jeunes. Ouais. Une équipe, j'arrive en 94, 95, il y avait une équipe déjà qui était faite, et là je rencontre aussi un personnage, Louis Nicolin. Oui, encore un président, le genre de président qui met son argent, donc qui gère au quotidien. Oui, qui gère, et puis bon... et qui a aussi sa personnalité, qui boude quand il y a des télés qui le regardent, qui mâchonne à la bouteille, qui la jette par terre. Enfin voilà, quoi. Ça aussi, c'est intéressant quand on est coach, là, à gérer aussi, parce qu'il faut gérer ces personnalités-là, quoi. C'est aussi... C'était le cas à Bordeaux aussi. Oui, mais Bordeaux, ça a été, avec Claude Debesse, ça a été très court, puisqu'il y a eu des ennuis judiciaires très rapidement. Mais Nicolas, c'est Montpellier, quoi. Et donc, la première chose quand on arrive là-bas, c'est comment il fonctionne. La première question qu'on se pose, c'est comment il fonctionne. Et donc, il faut essayer de trouver les clés de son fonctionnement. Quand on a trouvé les clés de ce fonctionnement, après, c'est beaucoup plus simple de vivre avec quelqu'un. Donc, il a fallu trouver les clés. Première année, une année moyenne avec une équipe, on va dire, de joueurs confirmés, mais des joueurs moyens, quoi. Mais à côté du terrain d'entraînement, il y avait le terrain d'entraînement du centre de formation. Et là, il y avait une génération de jeunes, les Bonicet, Carotti, Sanchez, enfin, une génération de jeunes qui étaient exceptionnels. Et donc, la deuxième année, en fait, c'est la bascule, quoi. C'est-à-dire, on prend les joueurs... qui étaient un peu, on les transfère, et on démarre la saison avec une équipe qui devait avoir 21 ans de moyenne d'âge. Et là, bon, ça a été un truc extraordinaire, un truc de fou à vivre, quoi. Parce que on finit, je crois, 6e, mais à un moment donné, on est 3e ou 4e, enfin, pour prendre plein de points, et on va en finale de la Coupe de France, en battant le mardi ici Marseille, et tirage au sort à l'issue du match, on va à Lens 4 jours après pour la demi-finale. C'est-à-dire qu'en l'espace de 5 jours, on a joué devant 100 000 personnes, quoi. Parce que là, il y en avait 50 000 et 50 000. Et on balance à 2-0 aussi à Lens. Et donc, on se retrouve en finale de la Coupe. La Coupe de France qui était l'objectif numéro 1 de Louis Nicolin. Le championnat, pour lui, c'était ne pas descendre. Ouais. Mais alors, il vouait à la Coupe de France un truc fantastique, quoi. Donc, on se retrouve à Paris. Et là, on perd contre Auxerre, mais bon, on était allé en finale déjà. C'est bon?
On a une question d'Alpha Blue. Question pour Gérard. Est-ce que vous ne pensez pas que votre apparente gentillesse, votre calme, votre sérénité, votre côté introverti n'a pas nui à votre carrière de coach pour une expérience peut-être à l'international ou pour ce genre de... C'est moi. C'est vous. Je suis comme ça, je suis comme ça. Je pense que chacun a sa personnalité. Il y a des entraîneurs qui sont beaucoup plus expansifs sur le bord du terrain. Je ne l'étais pas. C'était comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais... Vous savez, il y a tout un staff de communication qui se met en place autour des joueurs et des entraîneurs. Il y aurait eu un apprentissage un peu superficiel de l'attitude à avoir en tant que coach, mais je pense pas que ça soit ma tasse de thé à moi, quoi. Je suis comme ça, et quand j'ai quelque chose à dire, je le dis sans crier, mais on peut dire les choses sans crier aussi, quoi. Et c'est ce qui a permis aussi de résister à cette pression si particulière. Est-ce qu'elle était vraiment si particulière que ça en tant que coach? Parce que tu l'as décrit pour les joueurs, qu'il fallait avoir un caractère particulier, mais finalement, est-ce que ton caractère à toi était parfaitement adapté à la situation aussi, finalement? Pour Marseille, et pour Montpellier aussi d'ailleurs. Ouais, puis quelque part, j'allais pas refaire du tapis, quoi. J'allais pas refaire Bernard Tapie. Donc lui, c'était le soleil, j'étais un peu plus l'ombre, quoi. Mais je crois que pour Marseille, il n'y a pas de... Marseille a connu des entraîneurs qui sont des volcans, quoi. Bon, à l'arrivée, la seule chose qui compte, c'est que l'équipe soit le plus haut classé, quoi. Mais ils ne sont pas le même président aussi à supporter les volcans. Non, c'est vrai que c'était une période difficile, mais on ne s'aperçoit pas qu'elle est difficile parce que tout avançait tellement, quoi. Je veux dire, tout était, il y avait un objectif qui était tellement haut et des moyens qui étaient mis pour l'atteindre que, en fait, on est entraîné par ça, quoi. C'est l'objectif qui entraîne tout. En parlant des... Non, tu fais bien, profite. En parlant des différents tempéraments des entraîneurs, que penses-tu de Sampaoli? Je pense qu'il est dans son... Volcanique. Voilà, il est dans son image, quoi. Il a toujours été... on ne le découvre pas à Marseille comme ça. Il a toujours été comme ça. S'il est resté assis sur le banc de touche, là, sans rien dire, tout le monde dirait, mais c'est pas le vrai, quoi, c'est pas lui. Voilà, et donc il est on va dire, il est un peu impulsif dans ses réactions, mais le plus important, c'est d'être suivi par les joueurs, quoi. Bien sûr. Et il peut être impulsif comme ça, mais s'il est suivi par les joueurs, c'est que les joueurs ont confiance en lui. Et que les rapports qu'il doit avoir avec les joueurs sont tout autres que ce qu'on imagine quand on le voit sur le bord de la touche. Il doit y avoir une vérité, quoi, dans cette relation avec les joueurs. Vous avez deux tempéraments complètement différents et on voit que ça fonctionne finalement à l'Olympique de Marseille parce qu'on dit qu'il faut vraiment avoir les épaules. Tu es quand même zen, la force tranquille. Lui, c'est un volcan qui fait les 100 pas et on voit que les deux coachs de tempéraments différents fonctionnent. Ça fonctionne avec l'équipe. Mais ça réussit quand tu parviens à adhérer les joueurs à ta façon de voir les choses. Et c'est pas parce qu'on ne parle pas très fort ou avec les bras qu'on n'a pas d'ambition, hein. Bien sûr. On peut expliquer calmement les choses en étant très ferme, en étant très précis. Et les joueurs ont besoin de ça aussi. Alors, on profite d'avoir un tacticien hors pair sur le plateau parce que pour décrire la situation, c'est que nous, depuis le début de la saison, au Phocéen, donc on commande tous les matchs en direct, etc. Et la tactique de Sampaoli, on a souvent dit avant les matchs qu'on n'y comprenait pas grand-chose en fait. C'est-à-dire qu'on avait une liste de noms et qu'on avait du mal un petit peu à organiser ça sur le terrain, le fameux 3-3-3-1, 4-4-2, etc. en phase défensive. Est-ce que toi, devant ton écran maintenant aujourd'hui, tu perçois parfaitement les consignes qui sont données par Sampaoli ou est-ce que c'est aussi compliqué que nous à lire ces schémas et ces consignes?
Non, il y a le positionnement qui est toujours le même. Ça, il est toujours le même. Et après, c'est-à-dire très haut et la largeur. Après, il y a dans ces positionnements très hauts, il y a simplement des rotations qui se font souvent entre deux joueurs. Mais il y a des zones qui sont toujours occupées. Et donc, ça oblige l'adversaire forcément à s'adapter à ce positionnement. Et donc, alors, ça procure naturellement beaucoup de jeux, beaucoup de possibilités, mais attention quand l'équipe en face a de grandes qualités et peut sortir le ballon sur les premières ou deuxièmes passes. Parce que là, c'est pratiquement 2 tiers de l'équipe qui est battue, qui est éliminée. Mais quand on a affaire à des équipes techniquement moyennes qui perdent rapidement le ballon sous un pressing, ça leur permet de récupérer le ballon très haut. Après, je veux dire, en tout cas, c'est bien compris, c'est clair pour les joueurs puisqu'ils l'appliquent, et c'est à voir contre les 2 ou 3 grosses équipes du championnat. Alors justement, est-ce qu'avec le boulot fait par Longoria, puisqu'il a fait pour le coup un renouvellement pratiquement total de l'effectif, est-ce que tu penses qu'on peut, et c'est toujours pas la question qu'on pose à tous les supporters, mais en tant que supporter on se pose, est-ce qu'on peut, à l'instar de Lille l'année dernière, avec ce genre de recrutement, aller titiller un petit peu le Paris Saint-Germain, qui lui a recruté une Dream Team, ou est-ce que c'est simplement une question de pognon, en fait, pour être très clair, ou est-ce qu'avec la Grinta et l'esprit marseillais, ce groupe-là, on peut aller chercher quelque chose? Déjà, Paris, c'est à part, parce que Paris, normalement, intrinsèquement, ils ont les meilleurs joueurs, mais l'an passé, ils ont prouvé qu'ils n'ont pas réussi à faire un groupe. Et Paris, le problème, c'est pas la qualité des joueurs, c'est la qualité du groupe. Si le groupe ne se fait pas, s'il y a les clans sud-américains et les autres, il y a un tas de choses qui peut se provoquer dans une saison. Paris sera en difficulté, mais normalement, avec les joueurs qu'ils ont, Paris devrait être au-dessus de toutes les équipes du championnat. Après, pour en revenir à Marseille, quand je vois l'effectif qu'à Marseille, que je vois l'effectif d'autres équipes, je préfère celui de Marseille. Parce qu'il y a de la qualité, parce qu'il y a de l'enthousiasme, c'est efficace, ça court. Je veux dire, comme est Marseille en ce moment, et cet état d'esprit-là, ils sont dans les 3-4 premiers. Alors moi j'ai une question. On a eu donc un ancien président, Bernard Tapie, qui était volcanique, avec un entraîneur donc force tranquille, toi. Et là aujourd'hui c'est l'inverse. On a un président Longoria qui est force tranquille et un entraîneur qui est volcanique. Qu'est-ce que ça aurait donné par exemple toi et Longoria? Longoria, je l'ai vu 1 ou 2 fois au stade, de temps en temps, il est un peu impulsif. Il est un peu volcanique aussi dans les tribunes. Non, mais je veux dire, je sais pas, ça c'est... Tu sais, c'est comme les mariages, quoi. On imagine un tel avec un tel. Et puis, on ne peut pas savoir. Et après, c'est en vivant ensemble que les choses, elles se font. Et l'important, c'est qu'il y ait une forme de complicité, de complémentarité, et que ça soit toujours très positif pour le club et pour l'équipe. Que les décisions ne soient pas des décisions impulsives l'un contre l'autre, que ça soit toujours réfléchi pour faire avancer les choses. Quand c'est comme ça, tout le monde est gagnant parce qu'on travaille dans un certain confort psychologique. Et ça, c'est important, quoi. Alors après cette saison de folie en 95, tu pars pour 2 saisons à Bastia. Et ensuite, c'est une grosse carrière internationale, puisque je cite, donc c'est l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Qatar. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Bastia, déjà, c'est un club un peu atypique. Un club qui est idéal pour relancer les joueurs. Qui est un club aussi, quand on était entraîneur, c'est très particulier, quoi, d'être entraîneur à Bastia. Parce que l'équipe appartient à chaque Bastiais, quoi. Au Marseille, il y a des supporters qui supportent tout ça, mais à Bastia, il y a une telle proximité avec les supporters, avec la ville, c'est tout petit,
que chacun se sent propriétaire un peu des décisions à prendre, quoi. Donc c'est souvent assez virulent, c'est très, très chaud aussi, quoi. C'est particulier. Donc, mais c'est un club qui permet, quand un joueur est en difficulté, de le récupérer et de le refaire partir, quoi, de le faire rebondir. De le relancer. Ça, c'est extraordinaire. Après, les autres expériences, c'est... l'Égypte, c'était mon premier poste de sélectionneur. Et là, je me suis aperçu que c'est pas du tout le même métier. Parce que l'entraîneur, il y a un entraînement quotidien, quoi. C'est tous les jours, le groupe, tout ça. L'Égypte, la sélection, c'est un match par mois. Oui. C'est une liste à donner, une semaine avant, le rassemblement. Et là, c'est tout un pays qui est derrière, quoi. Alors, il faut avoir passé beaucoup de temps à visionner tous les joueurs, avoir là aussi, être bien entouré. Et puis après, c'est des compétitions internationales où, en fait, c'est le pays qui est en jeu, quoi, qui joue son image. Et là, il ne faut pas se manquer, quoi. Parce que la presse, elle est, en général, elle est lapidaire, hein. Vous gagnez meilleur, vous perdez, nul. Partir. Surtout en étant étranger. La Côte d'Ivoire, ça a été pareil. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce que c'est certainement une des meilleures nations africaines, avec les Drogba, les Kolo Touré, les Yaya Touré, enfin. Et j'avais la possibilité de disputer les grandes compétitions. Donc ça m'a permis de faire 3 championnats d'Afrique, la Coupe du Monde en Allemagne et les Jeux Olympiques à Pékin. Donc l'intérêt était là, quoi. L'intérêt, c'est de faire participer à ces grandes compétitions et de voir un autre niveau, quoi. Et donc j'ai pas été déçu parce que on est allé en finale, championnat d'Afrique, en demi-finale. Enfin, il y a eu de gros résultats. Et puis, le Qatar, c'était pour voir comment se passe le football un peu dans un pays exotique, quoi. Il y a un léger sourire sur ton visage qui est arrivé. Est-ce que c'était... Allez, on va la poser, la question. Est-ce que c'était aussi financier? Mais je veux dire, au départ, c'est essentiellement financier. Oui, bien sûr. Mais là aussi, la curiosité footballistique. La magie du foot, c'est que quand on se retrouve aussi sur un terrain à Doha, eh bien, on a en face, toujours pareil, c'est la boucle est bouclée, quoi. On a à nouveau des joueurs, et on a à nouveau des joueurs qu'on doit charmer, on a à nouveau des joueurs avec lesquels on doit obtenir des résultats, mettre en place un projet collectif et réussir à faire son boulot. Donc, quel que soit l'endroit, en fait, dès qu'il y a un terrain et des joueurs, on revient à l'origine, c'est-à-dire à la passion du métier. Et là, c'est l'équipe de France, sélectionneur, équipe de France, est-ce que ça s'est déjà présenté à toi? Est-ce que tu as été dans une shortlist? Est-ce que tu aurais aimé le faire? En 97, on m'a... Une rumeur urbaine m'avait sollicité. Mais c'était pas aller plus loin que ça, quoi. D'accord. Et ça t'aurait plu, j'imagine. Enfin, c'est quand même une expérience... J'ai jamais imaginé que... Je l'ai jamais imaginé, quoi. Donc je me suis jamais rentré dans ce processus-là, quoi. D'accord. C'est dommage parce qu'un an après, ils auront porté la Coupe du Monde. Ils étaient en forme à cette période. Ça aurait changé beaucoup de choses. Alors, quel est pour toi le joueur qui t'a le plus impressionné pendant ta carrière en tant que joueur, entraîneur? Quel est le joueur vraiment qui t'a submergé d'émotions, d'admiration? Il y en a eu beaucoup. Ah oui, il y en a eu beaucoup. Il y a eu tellement de personnes. Il y a eu Foster qui était, je veux dire, il avait tout, quoi. Il était beau à avoir joué, il était professionnel, il était... il y a eu Jean-Pierre Papin qui était né pour marquer des buts, quoi. Enzo Francescoli qui était un artiste et qui était aussi, je l'appelais la goutte d'huile dans les rouages du groupe, quoi. Qui était toujours là à arranger chaque fois qu'il y avait des choses. Mais
citer que les 3, c'est faire un peu injure aux autres, parce qu'ils étaient tellement bons, les Tigana. Il y en a tellement à cette époque. C'était une sélection mondiale, quoi, en 90. Quand on prend chaque joueur à chaque poste, c'était une sélection mondiale. Donc, c'était... Et si tu dois en choisir un, vraiment un qui t'a... Même si on a compris que il y avait Waddle, il y avait... Il était facile à manager, Chris? Facile comme un Anglais. Fallait vraiment aller le chercher au pub irlandais de Sainte-Anne. Non, il était têtu et quand il voulait quelque chose, il boudait si on n'accédait pas à son désir, quoi. Hein. Mais lui aussi, c'était, je veux dire, ce qu'il a apporté au club, à l'équipe. Je veux dire, c'est un artiste. Pour ça que la question c'est la question que je redoutais. Question piège, eh oui. Parce que en citer un ou deux, c'est pas citer les autres. Et Dieu sait si j'ai beaucoup de respect pour les autres. Oui, parce que Moser, bien sûr. ceux que tu as cités dans l'interview, c'était des joueurs les d'exception. gardiens. Bon, tu as quand même dit Chris Waddle. Donc Quel est ton quotidien et quels sont tes projets, s'il y en a? Mes projets, c'est de vivre ma vie sereinement avec les copains, avec mes petits-enfants, avec ma famille. Voir des matchs de foot quand j'ai envie de les voir et les observer tranquillement, quoi. Après, dans le foot, c'est recommencer notre vie. Dans le foot, c'est... j'ai bientôt 70 ans, quoi. Donc, le terrain ne manque pas un petit peu parfois? Enfin, ça ne démange pas de retourner un petit peu, de sentir le gazon, les vestiaires? Quand j'ai arrêté, non. Je me suis dit, c'est bon, quoi. Parce que j'ai commencé jeune. Hein. Ouais. Je me suis dit, bon, ça va, c'est bon. Il y a une autre vie à faire, quoi. Parce que quand on arrête cette vie-là, c'est vraiment une vie qui s'arrête. Et puis, il faut repartir sur une autre vie qu'on ne connaît pas, quoi, en fait. On est tard on devient un petit peu âgé, mais on ne connaît pas l'après sans ballon. L'autre vie sans ballon, quoi. Puisque notre passion, c'est toujours le ballon. Mais donc, après, c'est les loisirs, quoi. On apprend à jouer un peu au golf. On apprend ce que Vous avez une carte membre, non? Parce que tous les invités jouent au golf. Voilà, donc, parce qu'on a du temps et parce que ça permet de marcher, parce que c'est un peu convivial. Jouer avec les copains, ouais, on cherche tout ça, mais la deuxième vie, elle ne sera jamais aussi intense que la première. Alors justement, notre question favorite à moi et Stéphane, quel est le moment qui t'a apporté le plus d'émotion dans ta carrière footballistique en tant qu'entraîneur ou joueur? Quel est le moment, lorsque tu y penses, vraiment, tu as cette émotion qui monte en toi? Je crois que la finale de Coupe de France en 89, elle est chargée d'émotions parce qu'il y avait un mélange de jeunes du centre de formation qui a participé aussi. Donc c'était un peu la réunion de ce que j'avais fait auparavant et de ce que j'avais vécu dans l'année avec les pros. Et là, ça a été le rassemblement. Et ce soir-là, ça a été exceptionnel. Et j'avais d'ailleurs ramené la Coupe de France où nous habitions, toi aussi, oui. à la maison un soir pour la montrer aux gens de l'immeuble, quoi. Donc ça avait fait le tour des appartements. La fierté. Ouais, cette coupe, parce que un championnat, on est programmé quand on a une grosse équipe. S'il n'y a pas trop d'erreurs, on arrive au bout, on joue le titre au bout, quoi. Mais une Coupe de France, il y a tellement d'aléas, le tirage, plein de choses qui font qu'on peut ne pas la gagner, quoi. Et là, on l'avait gagnée. Et la finale est belle. C'était... ouais, puis ça faisait 20 ans. Je crois la dernière, c'est 72. Quoi. Donc, ça fait longtemps qu'on n'avait plus gagné. Et puis, et depuis, on n'a toujours pas regagné, quoi. Donc, c'est un moment émotionnel, quoi, parce qu'il y a quelque chose, quoi. Tu le vis qu'une fois dans ta vie? On le vit qu'une fois dans sa vie, ça. Eh bien, tu as bien de la chance. Merci.
On va te poser pour finir donc une série de petites questions courtes. Donc réponse courte. Il n'y a pas de piège. C'est parti. Ton principal trait de caractère? La force tranquille. Ouais, c'est, on va dire, la patience. La patience. Ton défaut? Mon défaut, c'est de toujours douter. Contrairement à ce qu'on pense. Ah oui. Douter, c'est toujours se remettre en question. C'est plutôt une qualité finalement. Oui. C'est nécessaire, je pense. Nécessaire. Ça m'est nécessaire. Mais ça prend de l'intérieur. C'est pour ça que tu vois ça comme un défaut. Ton joueur actuel, donc là, c'est pas des joueurs que tu as vus ou que tu as eu ou que tu as entraîné. Ton joueur actuel. Que j'aime voir jouer. Oui. Joueur actuel que j'aime voir jouer. C'est compliqué parce que c'est ça. Il y en a des pas mal. Il y en a pas mal, oui. Alors je veux dire, l'équipe actuelle que j'aime voir jouer, c'est Marseille. Ça fait plaisir. Alors, je m'incruste une petite question. Justement, il y a une question, c'est que quand il y a plusieurs philosophies et on a des débats continus en rédac avec ça, entre les pragmatiques et ceux qui aiment le football un peu à la Sampaoli, à la Bielsa, etc. C'est-à-dire en fait l'entraîneur qui aime marquer un but de plus que l'adversaire et celui qui préfère bétonner, gagner 1-0, même s'il joue très mal finalement. À quelle philosophie tu t'apparentes, même si on t'a vu évoluer avec l'ensemble de tes équipes, aujourd'hui, laquelle te paraît la plus adaptée en fonction, quoi? Moi, je pense qu'en fonction des possibilités offensives qu'on a, je préfère jouer pour marquer. Je préfère jouer pour marquer, parce que quand tu joues pour marquer, tu fais défendre les autres, quoi. Donc, quelque part, tu te protège plus qu'en étant derrière et en disant on va contrer, on va attendre le bon ballon pour sortir. Je préfère provoquer les choses en allant essayer de marquer. C'est pour ça que Bielsa m'avait beaucoup interpellé. Les matchs de Bielsa, après les raisons pour lesquelles ça n'a pas tenu l'année, je ne sais pas, je ne les connais pas, je ne sais pas pourquoi, mais ce qu'il avait fait faire à ses joueurs pendant 6 mois, c'est absolument fabuleux, quoi. Il y avait un dépassement de chacun d'entre eux qui faisait que c'était devenu une véritable machine, quoi. On ne pouvait pas la contenir à Marseille. Au bout de 15-20 minutes, l'équipe en face, elle disait c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qu'on a en face, quoi. Et là, c'est un peu dans cet esprit-là, quoi, là aussi. Mais il faut arriver à faire se dépasser les joueurs. Alors là, tu es bien placé pour le savoir, pour cette réponse. Le joueur le plus fêtard. Toi qui étais dans les vestiaires. Il devait y en avoir plein, mais moi, je ne les connaissais pas. Non, la vraie réponse, c'est je sais qui était fêtard, mais fermez les yeux. Ouais, ça aussi, ça fait... Nous, on en connaît. Hein. Oui, ils nous le disent eux-mêmes, hein. Ils n'ont pas honte. Je sais. Mais bon, là, le plus drôle, alors. Le coach, il doit aussi, de temps en temps, ne pas voir. Oui, ne pas voir certaines choses. C'est vrai, on va pas voir un nom? C'est comme les parents, ça. Tu sais, au bout d'un moment, des fois, tu vois tes enfants, tu dis non, j'ai rien vu. Non, je ne veux pas le croire. Ouais. Ton pote dans le milieu du ballon, celui avec qui tu as gardé les meilleurs contacts, que tu vois de temps en temps? Mon pote, mon complice dans le milieu du ballon, c'était Jean-Pierre Bernès. D'accord. C'est-à-dire, on se connaît depuis l'âge de 20 ans, quoi. Donc, il a été à mes côtés quand... il fallait prendre l'équipe et d'un soutien intelligent, quoi. Donc, c'est devenu plus que... C'est dans le travail et hors travail, c'est vraiment complet. C'est une amitié. Des fois, on n'est pas d'accord sur des choses, mais c'est pas... On peut ne pas être d'accord, mais sur le fond, je sais que ce qu'on a fait, ce qu'on a pu faire ensemble. Ouais. Et il a traversé des moments difficiles, Jean-Pierre, au moment de l'OMVA. Comment tu l'as accompagné à ce moment-là? Enfin, tu as été aussi affecté par cette situation? J'étais à Bordeaux et je me disais qu'il était dans une spirale très très difficile, quoi. Donc il a souffert beaucoup. C'est tout à son honneur d'avoir rebondi, d'être reparti dans un autre métier, du foot, mais dans un autre métier, quoi.
Et il t'appelle de temps en temps pour dire tiens, ce joueur, t'as vu, sympa ou... Oui, ouais. oui. Et puis de temps en temps, on va au stade ensemble. Et puis voilà. Donc, c'est quelqu'un qui m'est cher, quoi. Alors le joueur avec lequel ça s'est le mieux passé? Pas techniquement, mais sous la forme qui t'écoutait, qui... Humainement, ouais. Ouais. Oh, humainement, Que tu as réussi à transformer, par exemple, tu vois, vraiment, à qui tu es convaincu que tu as vraiment apporté quelque chose dans personne. Non, vraiment? Non, je pense à Foster parce que je vouais une... Et puis il y avait l'époque aussi. Je débutais, j'avais 37 ans. Foster en avait une trentaine, presque autant que moi, quoi. Il avait une telle expérience et puis on passait des heures ensemble, hors entraînement, à parler de foot, quoi, parler de préparation physique, parler de récupération. Tout ça, ça m'a nourri, quoi. Alors ça a conforté ce que je pensais, mais que j'avais jamais mis en application. Ou alors ça me faisait réfléchir sur une autre façon de voir les choses. Donc toutes ces expériences-là, à un certain moment, elles sont utiles pour vous. Elles font grandir. Elles font grandir, elles vous donnent un peu plus de maturité dans les décisions que vous allez prendre, dans les explications que vous allez devoir donner. Vous allez avoir plus d'arguments, quoi. Et puis vous pouvez vous en servir comme exemple. Foster prenait... Après, il y avait Eric Cantona aussi, qui était... Non, mais je veux dire, qui était quelqu'un d'une sensibilité extrême, quoi. Et il montrait tout l'inverse, en fait. Oui, on le connaît, mais il est d'une sensibilité extrême et il y avait toujours un grand plaisir à discuter, mais là, c'était même pas de foot, quoi. On parlait de des choses de la vie, quoi. Et voilà, les moments privilégiés qu'on peut avoir dans ce genre de métier, quoi. Avec des gens qui sont complètement médiatiquement différents, quoi. Complètement. Et donc, Là, Cantona, c'est un bel exemple, justement. Ouais, c'est un grand privilège, quoi. Et à l'inverse, celui avec lequel ça s'est le moins bien passé, qui est en contradiction constante? Oh, il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu quelques-uns. Comme partout. Ouais, il y en a eu quelques-uns, mais après, il y a aussi la faute des fois du coach, hein, parce que on a beau se dire que la psychologie, ça règle tout, quoi. C'est vrai que c'est important, mais il y a des moments aussi où on est humain et on peut avoir des réactions un peu disproportionnées qui cassent le lien, comme on en parlait tout à l'heure, et après, ça devient irréparable, quoi. Donc, et puis il y a des incompatibilités naturelles aussi, oui. des personnalités qui ne sont pas forcément faites pour évoluer ensemble, quoi. Mais il y en a eu. Surtout la deuxième année quand je suis revenu, dans les années 95, 96, 97. Là. Il y a eu quelques joueurs où c'était pas l'esprit que je recherchais, quoi. Ton héros dans la vie réelle? Mon héros, je pense qu'il faut... Aujourd'hui, mon héros, c'est celui qui soigne les gens, quoi. Dans le domaine médical, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs, quoi, qui se battent pour les autres, qui aident les autres. Et je pense que ces gens-là sont des véritables héros, quoi. Tes passions? Passion, discuter. Alors, passion, c'est la convivialité, c'est la mer. C'est avec des potes partir sur un petit bateau là, et faire manger un morceau et pêcher un peu. Voilà, c'est les passions toutes la vie, toutes simples, quoi. Et les passions, c'est de voir mes petits-enfants. Moi qui n'ai pas connu mes enfants parce que j'étais jamais là, je reporte un peu tout sur les petits-enfants. Je profite des petits-enfants. Donc je les vois grandir. Je suis un peu nostalgique parce que je dis, j'ai pas vu les miens, quoi. J'ai pas vu mes enfants grandir. Donc je reporte ça là-dessus, quoi. Ce que tu as fait, c'était pour eux aussi. Et tu as réussi à refiler le virus du foot à un de tes enfants ou un petit-enfant? Le petit. Il va être gardien de but aussi. Ah, comme quoi, oui. Le donc, même du poste coup, en plus. Ouais, incroyable. Le virus est... Ouais, il va être gardien de but. Donc, la relève est là. J'observe. C'est bien, c'est bien. Ta devise, pour finir?
Ma devise, ne baisse jamais les bras, rien n'est impossible. C'est la plus belle. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est celle qui fait qu'on ne devrait jamais se décourager quand ça va mal. Être toujours optimiste. L'optimisme, ça permet de continuer à sourire et à vivre. Ben, merci beaucoup Gérard C'est pour moi qui vous remercie. ce grand moment de sincérité et puis de partage. Franchement, c'est comme ça qu'on a imaginé le Salon des légendes, mais là pour nous, c'est vraiment fabuleux, quoi. Un grand moment. Ouais, beaucoup d'émotions. J'espère en tous les cas que Beaucoup vous avez partagé avec nous ce grand moment. On remercie vivement encore Gérard. Merci à vous beaucoup. pour votre Un accueil. petit mot pour les supporters marseillais, juste pour. On va te laisser le mot de la fin. Qui continuent à être formidables. Ce sont les meilleurs de France et qui sachent qu'ils portent vraiment l'équipe et que quand on est joueur, c'est vraiment très très important d'avoir ces groupes derrière soi, quoi. Merci Très beaucoup. bien. Excellente journée. On se retrouve évidemment, vous le savez, à 20h avant match sur lephocéen.fr et évidemment le match ce soir Angers Olympique de Marseille. Merci beaucoup Gérard. Merci à vous. Merci Gérard. À très bientôt sur le Phocéen. Merci. Merci, Bye bye. au revoir. Au revoir.